Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Alors, on vous souhaite à tous un excellent début de journée. Bonjour Robert, ça va bien? Ça va bien. Ça va tellement bien. On est très content de vous retrouver encore cette semaine pour une émission assez intéressante. Vous allez voir, on va se concentrer un peu plus sur la santé physique aujourd'hui. On parle beaucoup de santé mentale, de bien-être en général, mais je pense que quand le corps va bien, le mental va bien aussi et inversement, c'est aussi vrai. Et on a le plaisir d'accueillir quelqu'un qui a une approche novatrice pour justement optimiser votre santé et transformer votre vie. On est très heureux de l'accueillir. Il est kinésiologue de formation et fondateur de Résolution Santé et surtout un passionné de l'optimisation du bien-être physique et mental. Je vous présente Alex Boily. Bonjour Alex. Salut. Je t'ai bien présenté. Ça résume bien tout ce que tu fais? Tu m'as très bien présenté. Ça ressemble pas mal à ça. Il est beau en plus. C'est un beau jeune homme. Tellement fier de toi, Alex. Mais c'était... Oui, ben moi, c'est ma perception. Puis ma perception, là, à 57 ans, elle se trompe pas. Non, mais il y a des généralités et je pense que tout le monde peut dire que tu parais quand même très, très bien. Mais tu me parais juste pas bien. Il ne fait pas que bien paraître de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur avec la mission qu'il s'est donnée de prendre soin de lui, mais également d'aider les gens à prendre soin d'eux. Et c'est un défi pour plusieurs personnes. Et il a beau exister une tonne d'informations, à un moment donné, ce que toi, tu as réalisé, Alex, c'est que ça prend pas juste des informations pratique, ça prend aussi une conscience pour pouvoir évoluer au niveau de sa santé physique. Mais je pense que tout le monde le sait, puis tout le monde a déjà vécu exactement cette situation-là. Tu sais, le plus gros défi, c'est de maintenir les habitudes qu'on a. Ouais. C'est de se battre contre le petit diable qu'on a dans notre tête, tu sais, littéralement. Puis c'est important. Donc, fait faut avoir l'information, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire, mais il faut réussir aussi à être discipliné puis faire les actions qu'on a besoin de faire. Fait que le petit démon, je trouve que c'est la meilleure façon de l'illustrer. Il y a tout le temps cette petite voix-là dans notre tête qui fait qu'on a le goût d'être paresseux. Puis ça s'explique génétiquement. Là, on est conçu comme ça, l'être humain, pour être paresseux. Fait qu'il faut vraiment avoir un petit combat sain avec cette voix-là dans notre tête, je pense. Mais j'aimerais ça que tu développes sur « on est conçu pour être paresseux ». Oui, ben dans le fond, l'être humain, génétiquement, on a évolué depuis plusieurs millions d'années pour rester en vie, sauf qu'on a évolué à une époque où ce que fallait, mettons, l'énergie rapide étant le sucre, par exemple, ben c'est une excellente chose d'un point de vue de survie parce que de manger du sucre, ça nous donne une quantité super abondante d'énergie, excuse-moi. Puis ça fait en sorte que cette énergie-là, on en a besoin pour survivre. Puis après ça, une fois qu'on est plein, le but, c'est de dépenser le moins d'énergie possible pour rester en vie. Fait qu'on le fait juste pour des fonctions vitales. Fait que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société a changé. On a ce sucre-là dans notre garde-manger. On a accès à la télé, à notre téléphone, qui fait en sorte qu'on a le goût de rester paresseux un peu là-dedans. La dopamine aussi, dans le fond, notre cerveau, il a développé la dopamine justement pour qu'on voit une récompense face au comportement qui nous permet de rester en vie. Fait que justement, manger du sucre, rien faire, les téléphones, le fait d'avoir de la nouveauté, tu sais, même la peur de sortir de sa zone de confort. C'est un peu toutes des affaires qui sont là pour qu'on reste en vie. Ça fait qu'il faut réussir à observer dans notre cerveau cette portion-là de notre tête qui est notre portion de survie, puis après ça, distancer ça, puis comprendre c'est quoi le cerveau conscient qu'on a. Parce que si on agit constamment en survie, on peut pas être dans l'abondance, c'est impossible. C'est un peu des affaires qui sont à l'opposé. Fait qu'il faut apprendre à distinguer ces deux voies-là dans notre tête. Puis, tu sais, on vit dans un ère où l'automatisation d'à peu près tout ce qu'on fait existe. Tu comprends? On est rendu avec des tondeuses robots, des balayeuses robots. On trouve toujours des façons d'être le moins. On pense qu'on est plus productif de cette façon-là, mais on tombe dans la paresse et dans l'inactivité. Et ça, c'est un danger dans lequel il faut pas tomber, tu sais, parce que, tu sais, passer la balayeuse, c'est de l'exercice, tu comprends?
Ouais, t'as raison. Dans le fond, si on ramène au même concept, là, tu sais, je parlais un peu de notre évolution d'un point de vue psychologique, mais physiologiquement, c'est la même chose. C'est probablement que dans notre vie un peu plus à l'ère paléolithique, on se levait, puis systématiquement, on allait marcher pour se trouver de la nourriture ou pour aller chasser ou pour, tu sais, c'était quelque chose qui faisait partie de notre vie. Puis probablement qu'on le faisait une grande partie de la journée, puis probablement qu'on grimpait, puis qu'on sautait, puis qu'on courait. Tout ça faisait partie de notre mode de vie. Fait que c'est même pas, tu sais, souvent on va dire faire 10 minutes par jour ou de bouger au moins 30 minutes par jour, mais en vérité, l'être humain, il est fait pour bouger la majeure partie du temps. Quand on est capable de comprendre ça, que après notre job, c'est de réussir à tout le temps faciliter notre environnement. Fait, on faut pas être utopique, là. Je veux dire, on n'ira pas vivre dans le bois à aller cueillir puis chasser encore, mais comment on est capable de diminuer l'impact négatif de ce que tu dis. Fait qu'est-ce qu'on peut pas avoir des balayeuses puis des tondeuses automatiques? C'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il faut le prendre le temps de le bouger parce qu'on est conscient pour ça. Sinon, on s'en rend pas compte, mais on va avoir une grande dette de santé un peu, puis qu'on va être obligé de les récupérer dans le futur. Puis on est en train de la construire maintenant. Tu sais. Mais moi, j'ai eu cette conscience-là en regardant, entre autres, Les secrets de la zone bleue. Tu sais, fait que l'épicerie qui est à moins d'1 kilomètre de chez moi, ça m'arrive d'y aller en voiture parce que le temps est plus restreint. Mais si c'est un samedi après-midi, aller chercher quelques trucs pour le souper, je vais y aller à pied, je vais amener les enfants avec moi, on va amener le chien, puis on va faire cette activité-là qui est un plus dans notre journée, puis on est des gens actifs, tu sais, mais je pense à des gens inactifs qui ont cette habitude-là. Comment est-ce qu'on fait pour leur faire prendre conscience de l'impact de leur inactivité? Parce que, tu sais, ça prend, souvent, c'est la maladie qui va nous shaker. Souvent, c'est un drame dans notre vie qui va nous pousser à nous transformer. Mais au-delà de ça, pourquoi je le ferais? Je suis dans ma zone de confort. Je pense que on vit, la plupart des gens, là, à certains niveaux, on vit dans une vie qui est utopique. C'est une illusion. Ça veut dire qu'on se lève le matin en pensant qu'on peut, peu importe, procrastiner dans notre lit, rester sédentaire toute la journée, faire du téléphone, manger un peu n'importe quoi, puis ça va. On s'invente cette espèce de vie-là parce que si t'as fait une journée, elle se peut, cette vie-là. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que il y a des conséquences qui commencent à se construire puis qui vont se multiplier avec le temps. Puis quand on arrive à un point, comme tu l'as dit, où la maladie arrive, où les douleurs chroniques arrivent, où les problèmes de digestion arrivent, d'énergie arrivent, là, ça commence à être très difficile de renverser. Tu sais, c'est drôle parce que j'avais cette conversation-là hier avec un proche, justement, on parlait de ça, cet aspect-là, de pourquoi j'ai autant de misère. Puis la vérité, c'est que on n'est pas capable d'accepter. À partir du moment où tu l'acceptes, là, que finalement, là, l'histoire de penser que j'ai tout ce temps libre, ça n'existe pas. C'est que tu as du temps dans ta vie où il faut que tu bouges, puis ce temps-là, il est occupé à faire ça. Comme dans la vie, il faut que tu dors, tu sais, puis tu as le droit de te battre autant que tu veux en me disant, ben moi, je vais dormir juste 6 heures par nuit toute ma vie. Ça va finir par déclencher des problèmes. Fait que la friction, elle vient là. Faut accepter qu'est-ce qui est nécessaire. Tu sais, puis là, tu as parlé d'aller à l'épicerie à pied. On peut faire ça, mais moi, j'ai une vie qui va vite aussi. Puis j'ai besoin d'être planifié et organisé. Fait que tu peux, là, je suis du genre à aller à l'épicerie à côté à pied, mais faut être conscient que peut-être qu'une heure par jour, bouger 1 heure par jour, ça devrait pas être une question de, ben j'ai pas le temps. T'as le temps, là. T'es juste en train de tout piler les problèmes dans le futur. Et une fois qu'on accepte ça, puis on fait, OK, ben l'espèce de monde de licorne dans lequel je vivais, où je mangeais n'importe quoi, puis je faisais n'importe quoi, là, ben c'est une fausse réalité parce qu'elle va me revenir d'en face là, un peu plus tard là-dedans. Fait que c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Ces réels besoins-là qu'on a besoin, puis les routines qu'on devrait établir, puis prendre conscience du vrai temps libre. Et si on commençait, tu sais, des gens, tu sais, je sais, il y en a qui disent c'est 1 heure par jour, peut-être trop pour toi. Tu sais, si on commençait 5 minutes, tu sais, je sais pas ce que tu en penses, Alex. Geneviève, tu es un athlète toi aussi, là. Tu sais, ça fait des années que tu t'entraînes, là. Tu fais du sport, mais sais-tu quoi? Si on commençait 5 minutes par jour, si 5 minutes, c'est trop, commencer à 2 minutes. Tu sais, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Moi, je me suis donné un rendez-vous quand je vais en Europe, au moins marcher minimum 30 minutes. C'est obligatoire pour moi parce que si je le fais pas, ma paresse mentale elle prend place et elle me trouve toutes sortes d'excuses pour justement pas passer à l'action. Alors, au moins 30 minutes par jour à marcher. Puis des fois, je le fais pas dans un coup, mais je vais le faire en 3 coups ou je vais le faire en 2 fois, tu sais, 2 fois ou 3 fois. Mais là, je viens de faire quelque chose que j'aurais pu laisser mon mental prendre place puis pas le faire. Mais
commencer tranquillement aussi. Tranquillement, puis tu sais, il faut comprendre, puis Alex, tu vas être d'accord avec moi, il faut comprendre comment le cerveau fonctionne. Le cerveau a besoin d'un déclencheur, d'une action et d'une récompense. Donc, je reviens souvent à l'exemple des push-ups de mon chum, mais lui, mon chum, le matin, il se lève, il fait son pipi, puis il fait ses push-ups. OK? Fait que moi, j'ai dit, je trouve ça intéressant de faire tant de push-ups par jour. Je vais les faire. Mais moi, je vais les faire quelque part dans la journée. Mais la journée allait vite. Ça fait que je l'oubliais, que je le faisais la moitié du temps pas. Fait que j'ai refait comme lui. Je fais mon premier pipi le matin, puis je fais tout de suite mes 40 push-ups après parce que mon déclencheur devient mon habitude d'aller aux toilettes le matin. Tu comprends? Fait que c'est plus facile pour le cerveau d'inclure cette nouvelle habitude-là parce qu'à un moment donné, ça entre dans la zone du cerveau qui est dans l'automatisation. Je vais à la salle de bain, je fais mes push-ups. Et là, ça fait suffisamment longtemps que je le fais que si je sors de la salle de bain sans avoir fait mes push-ups, mon cerveau va me dire « Hey, tes push-ups ». Et là, je vais y penser. Donc, faut comprendre que pour intégrer une nouvelle habitude, ça prend un déclencheur. Donc, souvent, de le mettre tout de suite après une habitude qu'on a déjà, ça va aider à maintenir. Oui, c'est dur, par exemple, pour des habitudes qui ont une longue durée. Fait que, mettons, l'histoire des push-ups, c'est un bon exemple. Oui. Je prescris ça, moi, à mes clients. C'est drôle, là, je leur dis, tu devrais faire au moins, mettons, une fois le maximum de push-ups que tu peux puis le maximum de squats que tu peux par jour. Juste une fois, parce que si tu sollicites pas tes muscles, ils vont disparaître. Fait que c'est juste une façon de rappeler à ton corps de le garder. Mais quand on parle d'une affaire, d'une routine de 30 minutes ou 45 minutes, c'est dur que ce soit comme se brosser les dents puis se mettre de la crème dans le visage qui prend 15 secondes. Mais ça peut être tout de suite après le travail. Tu sais, en sortant du travail, je m'en vais au gym. Tu sais? Ça fait ça, j'allais dire, dans le fond, il faut que ce soit à ton horaire, puis après, tu peux utiliser des déclencheurs, c'est presque toujours mon sel. Quand j'ai une nouvelle habitude à construire, je mets mon téléphone, puis quand il sonne, je suis obligé de le faire. Puis si je peux pas, dans l'immédiat, je vais snoozer jusqu'à ce que je sois capable de le faire, mais j'arrêterai jamais de snoozer pour savoir que ça, c'est en attente. Mais c'est juste que je trouve tellement que, tu sais, t'as raison, Robert, de dire on peut commencer avec un 5 minutes, mais je trouve que l'histoire là-dedans, c'est que je pense qu'on met trop d'intensité pour rien à l'entraînement d'un fois, tu sais. Ça veut dire que, il y a des cas particuliers qu'une demi-heure, ça va être un très gros défi, même une marche. Fait que si c'est votre cas, évidemment, adaptez-vous. Mais ce que je dirais, c'est tous ceux et celles qui sont capables de trouver un niveau d'activité physique, qui sont capables de maintenir pendant 45 minutes, une heure, vous devriez viser une heure parce que c'est juste une question, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est une question de standard, c'est une question d'accepter, dans ma vie, je suis prêt à prendre cette heure-là, puis n'importe qui, donnez-moi votre téléphone, je vais vous montrer que vous faites 100 fois ce temps-là dans votre semaine sur votre tablette puis sur votre téléphone. Fait que je sais qu'il y a du temps. C'est juste qu'on n'accepte pas de le faire. Puis la plupart du temps, c'est parce que l'intensité est trop élevée. Puis on pense qu'on est obligé de se détruire. Puis c'est pas le cas. Tu sais. Puis bon, vous le savez, là, tu sais, je viens juste de finir Ironman. C'est la plus grosse révélation que j'ai eue dans mon Ironman, c'est que 80% de nos entraînements sont faciles. Puis je me suis entraîné pendant 8 mois en faisant des entraînements trop intenses. Puis j'ai moins progressé parce que je m'entraînais trop intensément. Ça me scrapait tout le temps. Je filais pas, je récupérais pas. Puis dans le fond, j'ai appris après ça en checkant les meilleurs dans le monde, qu'est-ce qu'ils font, c'est que 80% du temps, c'est bien relax leur entraînement. Ils ont 2-3 entraînements par semaine, c'est très intense. Le reste, c'est bien relax. Fait que je pense qu'il faut apprendre à introduire ça, bouger dans le fond. Même, à la limite, t'appelles pas ça de l'entraînement, mais bouger à la vitesse que tu veux. Je pense qu'une heure, ça devrait être une cible qu'on devrait se donner. Ça a l'air beaucoup, mais c'est si peu dans le fond. Mais toi, là, quand tu rencontres quelqu'un qui est sédentaire depuis des années, OK, puis qui, là, a une révélation, puis qui dit, OK, je suis tanné d'être dans cette d'être sédentaire, puis je vois que mon corps commence à être hypothéqué. Comment tu fais pour t'assurer que cette personne-là n'abandonnera pas? Parce que tu sais, moi, là, tu disais, Robert, t'es une athlète, là. Je commence à comprendre un peu comment il fait mon cerveau et à maintenir ça parce que je suis exactement la clientèle type de je m'entraîne pendant un moment, puis à un moment donné, j'abandonne cette habitude-là. Heureusement, mes passions sont également sportives. Fait que je reste active en faisant mon sport, en faisant mon vélo de montagne, mais de dire, je m'entraîne, je prends soin de mon corps de façon consciente, j'avais tendance à abandonner. Tu comprends? Fait qu'Alex, c'est quoi la recette pour inclure puis pour perdurer parce que c'est la constance en bout de ligne qui est le plus payant. L'entraînement. Moi, j'aurais tendance à dire que tout le monde a un complexe, tu fais pas ça. J'aurais tendance à dire, prenez-vous pour des athlètes, faites comme si vous étiez un athlète. Puis, parce que pensez-y 2 secondes. Là, ce concept-là d'athlète, dans notre tête, on voit toute l'athlète olympique, puis quelqu'un qui s'entraîne pendant 20 heures par semaine. Tu sais, au Ironman que j'ai fait, le gars qui a gagné, c'est un Canadien, il habite à Kelowna, à Colombie-Britannique. Il a à peu près 19 ans. Là, tu sais, super jeune. J'étais allé voir un peu ses entraînements sur ses réseaux sociaux, il faisait.
il fait jamais en bas de 20 heures d'entraînement par semaine. Tu sais, c'est détraqué mental. C'est ça puis il a gagné. Je veux dire, il mérite de gagner, mais un athlète, c'est juste quelqu'un qui a un objectif physique, qui veut progresser, fait qu'il se met un objectif, puis il va travailler en conséquence d'améliorer ça. Fait que c'est juste ça que je veux dire par se prendre comme un athlète. Si t'es pas en train de te traiter comme un athlète puis de dire, hey, c'est quoi que je vais essayer d'améliorer d'un point de vue physique, mais c'est comme, tu y arriveras jamais, c'est impossible. Fait que c'est pas obligé d'être super intense. Même quelqu'un qui est sédentaire. Imaginons, là, quelqu'un qui a un surplus de poids de 40 livres puis qui décide de faire ça. Ben, selon ses champs d'intérêt, je pourrais dire, ben, regarde, on va te traiter comme un athlète de course. On va essayer de faire ça. Fait qu'en ce moment, t'es même pas capable de courir 1 kilomètre. Ben, on va commencer par faire de la marche. On va commencer par faire 15 minutes, 30 minutes selon ce que t'es capable. On va commencer à introduire des 30 secondes, des 1 minute de course par-ci, par-là quand on est capable. Puis on va se rendre compte qu'on est capable de faire une progression. On est capable de voir comment c'est. Et quand on arrive à la finalité, mais le but, c'est juste de se mettre qui serait un objectif quelque part, là, tu sais. Et ce serait juste de continuer. Fait que c'est ça qui est de faire. Moi, je viens de terminer Ironman. C'est le plus gros défi de ma vie. Et si j'arrête puis je me dis, bon, ben ça, c'est cool, c'est fait, puis ça se termine là, c'est sûr que j'ai plus de raison de le faire. Mais si je décide de me traiter en disant, hey, quelle dimension, là, j'ai le goût de travailler puis de m'améliorer, j'ai-tu le goût de refaire un autre triathlon, j'ai-tu le goût de refaire un Ironman ou un demi ou autre chose, puis dès que tu mets une destination, à coup, t'es capable de planifier. Moi, c'est ce que je dirais aux gens, c'est, voyez-vous comme un athlète au sens, on regarde ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, on se donne un petit défi d'accomplir dans le futur, puis on fait un plan pour se rendre là. Puis si on se rend pas, c'est pas grave, on réajuste le plan, puis on en met un autre, puis ainsi de suite, tout le temps progresser. C'est ça qui fait en sorte qu'on reste en vie dans le vivant, tout le temps en train d'essayer de cheminer. C'est pas obligé de se mettre une pression de fou dans la tête, mais juste de progresser tout le temps dans cette direction-là. Parce que, tu sais, les gens veulent des résultats rapides, tu sais. Je commence à marcher, je commence à m'entraîner, puis j'embarque sa balance, puis ça paraît pas. Après 3 semaines de marche, hey, j'ai pris un petit peu de poids, ça me décourage. Ça aussi, c'est un piège dans lequel il faut pas tomber parce que la constance va nous mener à des résultats beaucoup plus satisfaisants et surtout qui vont durer dans le temps, tout comme notre habitude d'aller marcher tous les jours, par exemple. Mais oui, mais de toute façon, le poids avec l'entraînement, c'est vraiment un mauvais repère. Là. Je veux dire, même la science est évidente là-dedans. Des fois, il y a des débats entre entraîneurs, mais si tu regardes les études, là, il y a des études facilement de 12 à 24 mois qui ont été faites sur des gens qui font de l'activité physique. En général, ils vont perdre 10-15 livres, puis ils perdront plus jamais de livres de tout le temps. Même après 24 mois, c'est beaucoup de temps. C'est qu'on le sait que c'est plus nutritionnel, le poids. Parfait. Mais je veux pas amener les gens là en faisant « je veux pas m'entraîner parce que c'est pas ça qui me fait perdre du poids ». C'est que ça va au-delà de ça. Puis t'en as parlé un petit peu dans ton introduction avec la santé mentale puis la santé physique. Mais pour moi, là, l'entraînement, puis Robert, il l'a dit tantôt en disant, j'ai besoin d'aller marcher au moins 30 minutes par jour parce que sinon, mon cerveau, il tombe dans le mode paresseux. Mais vous avez entièrement raison là-dessus. C'est que pour moi, là, l'entraînement physique, c'est l'entraînement mental en même temps que tu fais tous les jours. C'est le fait de dire, ça me tente pas aujourd'hui, mais je vais quand même. Hier, il y a une personne qui m'a écrit sur Instagram pour me dire, moi, ça m'impressionne que tu aies été discipliné autant pendant 1 an. Moi, j'ai de la misère. Quand il y a un imprévu, je suis malade ou il y a de quoi être discipliné, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Puis ma réponse que j'y ai dit, c'est, dans le fond, tu peux tout le temps diminuer l'intensité puis la durée de l'entraînement, mais t'en manques jamais. Parce que c'est ça le combat mental qu'on veut maintenir. C'est que là, elle disait, j'ai attrapé de quoi dernièrement, puis là, j'ai pas fait mes entraînements, mais change-les pour de la marche, puis va faire 45 minutes de marche, mais tu veux tout le temps, tu veux jamais te retrouver. Fait que ça travaille tellement l'esprit, la force mentale, la discipline, puis quand tu le fais, je trouve que ça travaille la pleine conscience, d'être là dans le moment présent qui se passe. C'est un peu inconfortable, mais il faut que tu apprennes à être bien, être heureux, être serein malgré le fait que c'est inconfortable. Je trouve que l'entraînement physique, c'est l'entraînement qui t'entraîne dans absolument toutes les dimensions de ta vie. T'es gagnant partout là-dedans. Fait que c'est la meilleure forme de développement personnel qui existe, à mon avis. Puis tu sais, ça prend, oui, une prise de conscience. Après ça, tu peux aller chercher quelqu'un pour un accompagnement un temps X. Par exemple, faire appel à Alex pendant un certain temps pour t'assurer d'avoir un tu sais, juste rendre des comptes à quelqu'un, ça peut être suffisant pour une personne de ne pas s'abandonner. Et c'est pas une mauvaise façon de faire. Tu sais, on l'a vu, là, des gens qui font des défis entre amis, des gens qui font des défis en famille, arrivent à maintenir jusqu'au défi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet de groupe, il y a l'effet qu'on veut pas te décevoir, il y a l'effet je dois envoyer, tu sais, présentement, je travaille avec quelqu'un, tu sais, qui veut recommencer à marcher. Puis, j'ai dit, ben, tu m'envoies ta photo à tous les jours. Tu comprends? Moi, envoie-moi ta photo pour me dire que je suis allée marcher aujourd'hui. Ben, c'est suffisant pour qu'il ait pas envie de manquer parce qu'il a pris un engagement envers moi. Puis pour lui, l'engagement est important. Donc, il veut me l'envoyer, sa petite photo, tu sais. Ouais.
T'as raison, ça fait partie des multiples outils qu'on a. C'est un gros défi personnel, ça, parce que je pense que le but ultime, c'est d'arriver à un point où on est autodiscipliné, automotivé, tu sais. Mais c'est très dur. Je veux dire, même moi, là, tu sais, je veux dire, mon Ironman, si ça avait pas été que j'étais un peu une espèce de personnalité publique, que je le partageais, j'aurais été différent. Je suis pas capable de juger. J'avais pas le choix, tu sais. Je partageais sur mes réseaux sociaux ce que je faisais. Mais le but ultime, c'est de réussir à être intrinsèquement motivé à le faire, puis que ça nous fait du bien, puis qu'on est fier de qui on est, puis tout ça. Mais je pense que tu as raison, il faut apprendre à utiliser ces outils-là autour de nous. Il faut être capable juste de les reconnaître que, OK, là, c'est un peu fragile, mon affaire, parce que si cette personne-là, ben, elle me watch pas, ben, je vais avoir tendance à le manquer. Mais dès l'instant où on est dans un processus, dans un cheminement, on essaie de faire un effort, on utilise un coach puis on observe qu'est-ce qui se passe. Des fois, on vit des échecs, puis plutôt que se juger, on essaie de l'observer puis comprendre qu'est-ce qui fait ça. Pourquoi là j'ai perdu la motivation? C'est ça la quête dans laquelle on devrait être. C'est pas. Moi, il y a des semaines où mes entraînements ont été durs, il y en a qui a fallu que je manque, il y en a que j'ai manqué pour les mauvaises raisons. C'était des excuses que j'avais puis c'était pas justifiable, mais c'est le processus de s'observer là-dedans, de comprendre puis de voir puis de pas se faire avoir une autre fois si c'est le cas qui devient important. T'sais. Et je pense qu'il y a un gros facteur, Mané, où il faut être moins exigeant envers nous autres en termes d'échecs. Tu sais, c'est comme je dis, des fois, les gens nous perçoivent, vu qu'on est des personnalités publiques, comme si nous autres, c'était parfait tout le temps dans le domaine qu'on est. Mais c'est pas ça, là. On vit tous nos échecs, mais on les observe, on corrige, puis on se réajuste. Puis ça, multiplié par le temps, ça fait quelque chose de super important. Tu sais. Fait que faut essayer tout ce qu'on peut, puis observer comme il faut ce qu'on a comme apprentissage là-dedans. Puis, tu sais, moi, je dis souvent, faites attention à votre équipe de cheerleaders à l'intérieur de vous. Tu sais, on parle souvent de notre discours mental, OK? Mais tu sais, quand tu as fini de t'entraîner, si tu t'en vas devant le miroir puis tu dis, t'as-tu vu, là, t'es encore gros, t'es ci, t'es ça, puis que tu te démotives, imagine-toi, là, devant arriver une équipe de cheerleaders que tu entraînes, puis après qu'ils aient tout donné pendant un entraînement, tu leur dis, en tout cas, vous étiez bien ordinaire aujourd'hui, vous êtes grosse, vous étiez, est-ce qu'ils vont avoir envie de revenir demain? Non. Donc, moi, je dis souvent, soit ton propre entraîneur, ta propre équipe de cheerleaders, parle-toi comme si tu parlais à quelqu'un d'extérieur. Jamais tu vas dire à ta meilleure amie que le petit effort qu'elle vient de faire paiera jamais. Tu comprends? Donc, faut aussi prendre conscience que, tu le disais tantôt, ton petit diable à l'intérieur de toi, c'est ton pire ennemi, tu sais. Il y a un paquet d'autres ennemis comme la montée de dopamine qu'on a à regarder puis à scroller les réseaux sociaux, mais à un moment donné, trouve une façon de laisser le téléphone hors de ta portée. Mets-toi des alarmes, mets-toi des contrôles parentaux sur ton propre téléphone cellulaire. Oui, tu peux toujours aller défaire ça, mais pendant l'action d'aller enlever ce contrôle parental-là, il y a peut-être la chance qu'il y ait une prise de conscience qui dit, c'est quoi? Non, je vais le laisser fermer. Mais t'as raison. Le James Clear qui écrit le livre, c'est Atomic Habits en anglais, Un tout peut rien changer en français, si je me trompe pas. C'est un des best-sellers à travers le monde et puis la recherche est formelle là-dessus. Contrôler ton environnement, c'est la meilleure façon que tu peux contrôler tes habitudes. Fait que ce que tu viens de nommer là, ça a l'air enfantin, puis des fois, les adultes, je trouve que c'est un des plus gros défauts qu'on a, les adultes, c'est qu'on se prend trop au sérieux, puis on devrait se traiter comme des enfants. Si ton enfant est prêt à se contrôler sa tablette, t'es pas plus vraiment capable, parce que tu penses que oui. Donc, le but, t'as tellement raison, là, c'est de faciliter tout ça. Moi, chez nous, là, j'ai jamais de malbouffe parce que, à un moment donné, je vais 80% du temps, je vais être correct, mais 20% du temps, là, pour une raison quelconque, j'ai une journée difficile, je suis brûlé, j'ai pas assez mangé aujourd'hui, puis là, je vais manger un plat de crème glacée au complet à moi tout seul d'une journée. Fait que j'en ai pas à la maison parce que quand ça arrive, donc de créer l'environnement optimal, comme tu le dis, mettre des règles. Ben, tu sais quoi, vous essayez ça si vous êtes game, c'est tellement simple, mais il y a le 3/4 du monde ne le feront pas. Si vous avez un iPhone a une option pour enlever la couleur parce que il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que quand il n'y a pas de couleur sur ton téléphone, c'est beaucoup moins stimulant puis beaucoup moins, ça crée moins de dépendance. Là, c'est drôle, je me rappelle plus c'est quoi, je l'ai utilisé pendant des mois en plus dernièrement. Tu peux l'activer puis le désactiver, mais allez chercher sur Internet puis allez enlever les couleurs de votre téléphone. Vous allez voir, là, tout devient absolument plate. Tu as l'impression que tu as la télé en noir et blanc. C'est fou, là. Mais faites ça avec la tablette de vos enfants, faites-le, mais c'est une excellente idée. Puis tu sais, souvent les adultes le font pas. On le fait à nos enfants sont pas capables de se contrôler. Les autres ils passent 8 heures par jour sur le tablette puis sur le téléphone puis ils sont comme c'est pas grave. Fait que mettez-le en noir et blanc puis testez-le comme que c'est plate. Puis là vous allez dire ouais mais c'est plate. Ben bravo, tu es en train de découvrir à quel point tu étais accro avant. Tu as absolument besoin que ça soit excitant puis rempli de couleurs. Et si tu fais ça pendant une semaine ou 2 ou 3, puis tu remets les couleurs là tu sens tout
l'espèce d'excitation, c'est un peu étrange à vivre, mais que tu fais « Waouh, c'est donc bien pétillant de même », puis tu comprends l'hyperstimulation qu'il y a comparé à quand c'est en noir et blanc. Fait que je vous invite à le faire, ceux qui... Puis tu sais, Alex, j'entends parler, puis c'est tout, j'adore, tu sais. Puis s'il y a quelqu'un qui peut, je suis encore à 50 kilos en trop, là. Puis ça fait, écoute, depuis l'âge de 8 ans, tu sais, j'ai commencé à prendre du poids. Et ça fait environ 8 mois que je comprends vraiment, enfin, d'avoir l'écoute de soi. Ouais. Et je peux-tu comme faire un choix sans me sentir coupable? J'avais énormément de culpabilité dans les choix que je faisais. Alors, la culpabilité me faisait en sorte que elle devenait malsaine parce que si j'ouvrais un sac de croustilles, là, je passais à travers, OK? Puis on ira pas plus tard que hier soir. Hier soir, j'ai pris le gros sac, là, Ouais. Costco, OK? Puis là, les gens vont dire, Robert, t'es masochiste. Je me suis testé. Je me suis assis avec le sac de croustilles, puis je t'ai dit, j'ai bu à moitié d'un coco. Ouais. À moitié, je l'ai pas bu au complet. Et j'en ai mangé. Là, après un certain temps, j'en veux plus. J'ai satisfait ma faim. J'ai arrêté, j'ai mangé à peu près une quinzaine de chips, de croustilles. J'ai arrêté. Esprit que j'étais fier, parce que je me lancerai pas des défis comme ça tous les soirs, là. Mais je suis arrivé à un point que je m'écoute, que je suis en paix avec cette partie-là et je suis rendu à 43 kilos en moins depuis mes 4 dernières années, là. Mais depuis les 8 derniers mois, 20 quelques livres. C'est quand même pas rien pour moi. Alors, ce que j'ai changé, j'ai appris à m'accepter. Ouais. Et les choix que je fais, sans toi, si tu te sens coupable, accueille ta culpabilité avant de passer à l'action de fuir. Alors, le fait que je m'accueille là-dedans et que je permets à ressentir cette culpabilité-là, mais m'amène à faire de meilleurs choix. Alors, moi, c'est un moyen que j'ai mis en place. Puis, tu sais, c'est comme mes vacances. Tu sais, Alex, là, si moi, là, mon 2025, là, il est tout placé, OK, dans mon agenda. Tout est fait. Moi, je suis encore papier, là. Ouais. J'ai 57 ans, je suis encore... Ça donne le petit comme agenda. On a booké les journées de tournage tantôt. J'étais comme, mais voyons, c'est la seule journée de congé du mois. Ça n'a aucun bon sens, tu sais. Et par contre, j'ai commencé par mes vacances. Dans mon agenda, c'est mes vacances. Après ça, je vais rajouter le travail. Mais là-dedans, là, ce que je vais commencer à mettre en place, que c'est ma blonde, ma conjointe, elle dit là, dans ton calendrier, fais une barre du bas en haut. Fait que là, quand tu prends une marche, là, fais la barre, comme quoi tu l'as réussi, tu as passé à l'action. Puis, essaye que cette chaîne-là soit toujours congruente, que la barre, elle s'enlève pas. Fait que soit toujours congruent. Fait que là, je vais commencer à faire ça à partir de demain matin. Et on parlait de récompense tantôt. Une simple barre dans ton agenda est suffisant pour que ton cerveau ressente cette dopamine-là et cette fierté-là. Tu sais, les petites étoiles qu'on nous donnait à l'école quand on passait une belle journée, oui, c'est enfantin, mais ça fonctionne. Oui, c'est le même bout de discours qu'on avait tantôt. Tu as raison, là, c'est enfantin, mais ça fait ce que ça a à faire. Ça, c'est un gros défaut qu'on a, l'humain, là. Ouais. C'est tout le monde qui écoute ici, c'est probablement des gens qui s'intéressent au développement personnel. Quand tu t'intéresses au développement personnel, tu t'intéresses à tes problèmes. Oui. Tu essaies juste tout le temps de checker les problèmes puis tu regardes jamais qu'est-ce qui avance. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment important. J'ai même pas fait exprès, mais tu sais, nous, on avait une planification d'entraînement. Tu sais, un Ironman, c'est tellement intense que tu es obligé, t'as des affaires à respecter si tu veux que ça se passe bien. Puis je l'ai vécu, ça, parce que on allait un peu cocher, là, OK, elle est faite. On utilise nos montres aussi pour commencer nos entraînements, finir nos entraînements, fait qu'on est capable de les boire après. Ça joue un rôle vraiment, vraiment très important. J'ai un truc à ajouter sur chose à Robert. Oui, vas-y. Moi, j'aime tellement tes enseignements. Quand je vais être grand, je vais être comme toi, moi, Alex. Je le souhaite tellement, Roland. Mais c'est que c'est juste que je veux mettre du pouce là-dessus. Oui. Que je suis d'accord. Moi, là, j'ai pas... là-dessus, je suis un peu privilégié, puis c'est un peu difficile de vraiment parler en connaissance de cause ou d'expérience parce que j'ai pas jamais eu de problème de grosses relations. Tu sais, la seule affaire que je peux dire, c'est que je suis vraiment une machine à sucre. Puis ça, j'ai un peu de misère à me contrôler, mais comme j'ai jamais eu de grandes conséquences dans ma vie sur mon poids, ma santé à cause de ça,
Mais ça fait que cette culpabilité-là elle a jamais arrivé, tu sais. Puis je me rappelle des premières clientes qui me disaient, à chaque fois que je mange un aliment, je me pose la question si je suis en train de m'engraisser ou si c'est pas bon pour moi ou si je fais un cauchemar. J'étais comme, oh mon Dieu, que c'est fou, comment c'est envahissant. C'est pas une réalité que j'ai déjà vécue. Mais ce que je veux dire en lien avec ça, c'est, t'as raison que la culpabilité ou le mal-être n'a jamais sa place dans aucun processus de remise en forme. Jamais, jamais, jamais. Ça veut dire, c'est supposé être puis la vie devrait être comme ça, mais c'est supposé être somme toute serein. C'est-à-dire, t'es supposé être serein que tes choix, t'es supposé être serein que le fait de t'entraîner, t'es supposé être serein que le fait de pas manger de chips si t'en manges pas, t'es supposé être serein que le fait de manger du dessert si t'en manges. Et c'est quand elle disparaît que c'était important juste de l'observer. Fait que je sais pas, toi, Robert, comment tu l'as vécu ou si tu en as déjà parlé pas mal sur ton podcast, mais l'idée là-dedans, c'est que quand là, t'es serein dans ta vie, puis t'es posé, puis tu te dis, j'ai le goût de manger des chips ou j'ai le goût de manger un dessert. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes clients. Tu sais, dans un dessert, là, des fois, je vais dire, est-ce que tu as goûté chacune des bouchées, puis tu t'es posé la question à chaque fois, est-ce que, moi, je dis mettre ta santé sur pause, je trouve que c'est moins dramatique que, est-ce que ça vaut la peine de encore mettre ta santé sur pause pour la prochaine bouchée, tu sais? Mm-hmm. Quand tu te mets à faire ça, puis c'est peut-être ce que tu as vécu un peu avec tes chips hier, là, la première chip est décadente. C'est la meilleure affaire à te manger de ta vie. Tu sais, même affaire avec la première bouchée de dessert. La deuxième est encore excellente. Puis la troisième, la plupart du temps, elle commence déjà à être moins excitante. Sauf que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte parce que ils mangent justement un peu dans la culpabilité, un peu dans l'impulsivité. Ils sont pas capables d'écouter exactement. C'est là que ça devient la culpabilité malsaine. Ouais. C'est pas juste la culpabilité, elle devient malsaine. Mais tu sais, Alex, tu sais, comme je disais, tu sais, c'est suite à, je suis pas le seul, là, c'est des traumatismes, c'est des abus, c'est de la violence, tout ça. Fait qu'il y a un côté que j'ai pu remarquer avec mes étudiantes après 25 ans de métier, des gens qui ont vécu des atrocités, OK, telles que j'en ai vécu, il y a un côté perfectionniste qui s'installe, puis un côté, voyons, si vas-tu le dire, extrême. Ouais. Je deviens un extrémiste. Tu comprends? Fait que ça a été dans toutes les sphères de ma vie. Fait que tout fallait que ça soit fait bien. Fait que dans toutes les sphères de sa vie. Fait que c'est là qu'il a fallu que j'apprenne à accueillir cette partie-là. À accueillir ce qui venait avec. Ouais. Parce qu'une personne comme moi, je pense que je suis pas le seul qui écoute ici, là, le parallèle à mes choix, l'ombrage à mes choix, c'est la culpabilité. On a un podcast là-dessus au complet sur la culpabilité. Alors, c'est l'ombrage des choix de gens comme moi. Alors, la nourriture, c'est une sapristi de belle fuite. Ça, en hypnothérapie, là. Juste pour terminer, ça fait en sorte que c'est là qu'il devient important de m'accepter dans cette sphère. Ouais. Puis là, les gens disent, ouais, mais Robert, si je m'accepte, on va continuer à être comme ça. Non. L'acceptation, là, de soi, premièrement, faut être un observateur. J'observe ce qui se passe dans mon corps. Puis mon corps devient un instrument. Alors, faut pas l'exclure son corps quand on vit quelque chose qui est difficile. Faut l'accueillir. Faut le permettre d'exister tel qu'il est. Fait que le malaise qui est là, suite à peut-être avoir trop mangé ou la culpabilité, ressens-le, esprit. Donne-y de l'importance. Donne-y de la tendresse, donne-y de la douceur à ce moment-là. Aime-le tel qu'il est dans le moment présent au lieu de partir sur de la culpabilité malsaine puis de nourrir là, ton ego, ta construction mentale là, qui là tu tombes dans l'infériorité puis le discours devient détracteur. Là, tu es assis dans ta grosse chaise puis là, tu t'en veux toute la soirée, tu deviens irritant et là, si tu deviens irritant, mais ton environnement va payer pour ça. Alors, peux-tu dans le ici maintenant, m'accueillir, m'accepter tel que je suis. Et ce travail-là que j'ai fait et que je fais avec mes étudiantes fait en sorte que, si Robert, ça transforme la vie. Mais est-ce que ça se fait comme ça? Non. Ça demande autant un entraînement. Faut que je m'entraîne, faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne. Il y a plein de choses il y a plein de choses de bon dans ce que tu as dit. Premièrement, en hypnothérapie, dès l'entrée d'un patient dans le cabinet, parfois ça peut être trompeur, mais que par son physique, on est capable de savoir quelle blessure
qu'apporte-t-il le plus? Tu sais, dans les 5 grandes blessures, le corps se transforme dépendamment de ton bagage émotionnel. Ça, c'est une vérité. Deuxième chose là-dedans, à partir du moment où tu t'acceptes et que tu te reconnais, tu prends conscience. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, tu as le droit de manger tes chips, mais avant d'ouvrir le sac de chips, je veux que tu ailles écouter, pas dans ta tête, dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis tu vas voir que bien souvent, tu vas dire, hey, c'est quoi? C'est juste de l'ennui. Je vais le refermer, je vais le mettre de côté. Hey, c'est quoi? C'est de la colère. J'étais fâchée aujourd'hui. Tu sais, puis mon chum est un peu comme toi, Alex. Lui, il peut manger n'importe quoi. Il est musclé, il est fort. Tu sais, comme il est en forme, peu importe ce qu'il mange. Fait que le défi est encore plus grand parce qu'il n'y a pas d'alerte physique sur le côté néfaste à son corps. Fait que, mais tu sais, des fois, il rentre à la maison, puis il a eu une mauvaise journée, puis là, il se garoche dans l'armoire, puis il fait « Ah, attends un petit peu, c'est vrai. » C'est pas les bonnes raisons qui me poussent à aller vers ce sac de chips-là. Puis si jamais tu t'en vas vers le sac de chips, puis pour toi, ça devient un moment de plaisir et de bonheur, puis que tu l'assumes complètement, mange-le. Tu sais, j'avais une patiente la semaine dernière, petite pinotte, elle s'entraînait par peur de ne pas engraisser, puis elle est tout petite. Mais c'est la raison pour laquelle elle faisait qui était après la rendre malade au niveau mental, aussi souffrant. On a changé ça. J'ai dit, à partir de maintenant, tu t'entraînes pour te donner de l'amour à toi-même. Le résultat va être le même, mais le niveau de conscience et les raisons pour lesquelles tu le fais vont être beaucoup plus positifs pour toi. Fait qu'à partir de maintenant, tu t'entraînes par amour et non par peur d'engraisser. Fait que des fois, juste de changer la perception des choses qu'on fait peut avoir une incidence importante, tout comme manger. Est-ce que je mange pour mon plaisir ou je mange pour l'ennui, parce que je me sens seule, parce que je suis fâchée, par culpabilité, entre autres, ou, tu sais, Fait que quand tu vas à l'écoute de toi, c'est sûr qu'il y a une transformation qui se fait. Il y a un gros défaut des réseaux sociaux actuels, puis je pense pas qu'il y a de solution officielle au perfectionnisme un peu que tu as nommé tantôt. Moi, je vis ça, je l'observe chez mes clients beaucoup. J'essaie de ne pas être ça, mais c'est très difficile de faire réaliser aux gens à quel point on est imparfait dans nos réussites. Puis je le sais parce que, mettons qu'on nomme les grands noms de ce monde, là, de coachs, là, Tony Robbins ou des whatever, nommez qui vous voulez. Robert Savoie. Robert Savoie. Alex Voily. Moi, je te vois beaucoup passer, Alex. Là. Je m'intéresse à ton contenu, fait que tu reviens souvent. Là. Ouais, ben, ça se peut bien, tu sais, mais ça donne une perception qu'on est parfait. Ouais. Puis, je le sais parce que là, je le sens en ce moment plus que jamais à cause du Ironman. Parce que là, j'ai du feedback. Puis je le vois dans les commentaires que les gens me disent des fois que ça sous-entend une année de perfection. Tu sais, parce que c'est à peu près un an de préparation. Puis c'est tellement pas proche d'être ça. Il y a tellement... La période d'automne, le octobre-novembre, a été très difficile à l'entraînement. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui ont... J'ai manqué des entraînements malgré tout. Il y en a qui ont duré moins longtemps que ce qui était voulu. Toutes ces micro-imperfections-là, si on pouvait les voir plus clairement puis plus facilement, tu sais, Robert, tu disais un peu tantôt, ben souvent, tu sais, justement, tu manges de la malbouffe, puis là, tu fais, ça y est, c'est scrap, fait que là, t'abandonnes, mais si tu savais comment les gens qui sont en santé, qui sont en forme, ça leur arrive un peu aussi. C'est juste que dès que c'est fini, comme vous l'avez tout dit, on observe qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Si on est capable d'arrêter parce qu'on fait, là, t'as peu, là, ça n'a pas de sens, c'est une béquille ce que je fais, mais on range ça, on essaie d'écouter, on recommence demain, puis on essaie de trouver une autre solution. Puis là, on progresse, ainsi de suite. Tu sais, c'est vraiment ça. Mais c'est le genre, je pense que les réseaux sociaux rendent ça pire parce que moi, j'ai essayé pendant mon entraînement de mettre la vérité plus en avant. Puis tu sais, c'est dur parce que je me rappelle d'un entraînement précis. Là, c'est le pire, je pense. C'était à l'époque où, je l'ai dit tantôt, je m'entraînais trop intensément. Et je le savais pas, fait que ça n'avait pas de sens. Fait que je pars pour un entraînement qui est supposé être un entraînement bien relax. En basse intensité, c'était long, là, ça devait être 1h30, tu sais, fait que c'est quand même un bon entraînement, mais je pars 15 minutes, puis à ce moment-là, j'avais mal tout le temps aux jambes. J'avais l'impression d'avoir mal aux os, tu sais, mal aux pieds, mal aux chevilles, mal aux tibias. Puis là, je pars très relax. Puis après comme 20 minutes, là, j'abandonne. Je suis littéralement, ça n'a pas de sens. Parce que dans ma tête, je suis comme, ça se peut pas que ça se passe ça, courir, d'avoir mal au corps de même. Je viens de commencer, c'est supposé être une petite course relax. Puis effectivement, c'était pas normal. Puis j'ai juste arrêté, puis je suis revenu à pied chez nous. Ça a dû me prendre 40 minutes, tu sais, parce que j'ai déjà fait 20 minutes. Fait que j'ai complètement cancellé cet entraînement-là, tu sais. Puis, mais j'étais tellement dans un état plate, puis pas motivé, puis fatigué, que c'est con, mais je voulais filmer ce contenu-là, mais j'avais pas la tête à ça. Le lendemain, fait que c'est con un peu, mais pour me forcer à les communiquer, le lendemain, j'ai fait une vidéo en
en faisant comme si c'était la veille pour qu'ils comprennent. Oui. Je viens d'abandonner 20 minutes. Là, qu'ils comprennent, mais quand t'es dans un état où ça va pas bien, puis tu viens de vivre des échecs, t'es pas d'un état d'esprit pour filmer des vidéos puis les partager, c'est super dur. Fait qu'on les voit pas, ça. Puis ça crée une fausse illusion qu'on est constamment parfait. Mais dans le fond, on est juste un paquet de statistiques. Si on avait la chance là, de sortir une carte mémoire de notre tête, de la mettre d'un ordinateur, puis voir le nombre de grammes de sucre qu'on a mangé d'une année, puis le nombre de grammes de chips. Dans le fond, on veut juste améliorer ce chiffre-là. Si tu l'améliores cette année, tu vas avoir des meilleurs résultats, puis ça reste imparfait tout le temps. Il y a personne là, qui a 0 gramme dans son année, tu sais. Fait qu'il faut juste apprendre à, comme vous l'avez dit déjà, l'accepter puis comprendre qu'il n'a pas de perfection. C'est ton chemin à toi, puis améliore tes statistiques à toi, puis essaie d'améliorer ta moyenne à toi. Puis quand ça va plus ou moins bien, observe, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Essaie de mettre une hypothèse, puis le lendemain, essaie de faire des changements pour voir comment tu es capable d'avoir une vie plus équilibrée. Mais ceux qui pensent que la vie, pour avoir du succès de n'importe quelle dimension, c'est supposé être difficile, puis créer de la friction, puis être tough, ça marche pas. La vie, c'est fait pour être serein, t'es supposé être en paix, t'es supposé être heureux, t'es supposé être bien, content de tes choix, content de tes décisions. Quand t'es pas là-dedans, là, il y a une question à se poser parce que c'est pas ça la vie, là, je crois pas à ça. Tu parlais tantôt de choisir aussi l'intensité de son entraînement. Tu sais, moi, je me souviens, là, dans mon ancienne vie, je vais parler d'ancienne vie parce que l'année dernière, j'avais un horaire surchargé, puis je voulais maintenir un entraînement tous les jours, puis je faisais du Heather Robertson. C'est une femme qui fait des entraînements gratuits sur le web. Tu pouvais les faire de la maison, mais il y avait des entraînements intensifs avec des jump squats, puis c'était difficile, tu comprends? Et je sortais de cet entraînement-là, ça m'avait énergisé, mais physiquement, j'avais trouvé ça difficile, tu sais. Et là, j'ai repris, mais j'ai ciblé ces entraînements full body qui sont plus smooth, qui me font faire le même squat, mais plus en douceur, et ça me convient. Tu comprends? Je trouve ça moins violent pour moi, puis je me dis, ben au moins, quand vient le temps de le faire, je ressens de l'excitation et du plaisir plutôt que du découragement d'aller vers quelque chose qui était probablement au-dessus de mes forces momentanément à ce moment-là. Est-ce que ça fait ça m'arrive des journées de dire, aujourd'hui, je me sens explosive, j'ai le goût d'en faire un. Mais si j'ai pas le goût, à note des plus doux, à note des plus faciles, c'est vers là que je vais plutôt que de ne pas le faire, tu sais. Parce que c'est exactement cette raison-là qui m'avait fait abandonner il y a quelques mois, quelques années, tu sais. Tout le monde est dans cette même erreur-là. Je te dis, moi, ça a été un coup de marteau en plein front quand j'ai réalisé. Dans le fond, là, c'est un peu drôle. Mon histoire, là, c'est que je me suis trompé de zone d'entraînement. Fait que sur nos mondes d'entraînement qu'on s'enteigne, zone 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Puis, on fait beaucoup d'entraînement en zone 2. Puis la zone 2, pour que les gens comprennent, là, c'est de la très basse intensité. Tu es capable de parler en faisant l'entraînement. Fait que c'est vraiment confortable. Je peux faire un appel téléphonique pendant que je fais ça, tu sais. Puis moi, je m'étais mêlé entre la zone 2 et la zone 3. Fait que je faisais tous mes entraînements en zone 3. Puis c'est une zone plus intense. Ouais. Okay? Ça avait aucun sens. Puis ça m'a réveillé 8 mois plus tard que j'ai réalisé, c'est pas la bonne zone pantoute. Puis là, quand j'ai commencé à faire de la zone 2, j'ai vécu exactement ce que tu dis là. Puis ce que tu viens de nommer, c'est la raison pourquoi je pense 80% des gens abandonnent. Ouais. C'est que c'est dur, ils ont mal partout. Là, ils arrivent à faire l'autre entraînement, ça leur tente pas, ils n'ont pas l'énergie ou ils sont encore courbaturés. Dans le fond, tout ce que tu aurais besoin pour garder mes termes, c'est l'entraînement zone 2. Juste un entraînement bien relax. Ouais. Ben moi, ce que je retiens de tout ce que tu as dit, Alexandre, puis je vais partir avec ça, c'est 80% de tes entraînements ou ce que tu fais là, pour d'exercice, il faut que ça soit simple, facile. Oui. Moi, je retiens ça. T'as pas besoin de... C'est courir pour toi, c'est beaucoup, va marcher. Pas besoin d'avoir... tu sais, OK, j'ai eu chaud, puis là, j'ai mal partout. Puis ça, c'est un bon entraînement. Ça en prend, comme tu dis, là, 2-3 dans ton cas par semaine suite au Ironman que t'as fait. Mais en général, des gens comme moi, 80, il va prendre une marche, puis oui, tu peux marcher vite, mais tu peux parler aussi. Tu sais, moi, je pensais qu'il fallait pas que je parle. Si je marche, puis je parle, c'est parce que tu marches pas assez vite. Fait que marche plus vite. Oui, puis tu sais, si aujourd'hui, tu as le goût de parler en marchant. Ben oui, mais là, c'est ça que j'entends. Là, mais au moins, tu marches, tu sais. Je suis tellement content que tu sois là, Alex. Au bout d'un an, ça va être payant, tu comprends-tu? Moi, aller courir 12 km, j'ai ça, la course. Fait que si tu me dis, ça va être ça ton entraînement, il y a peu de chances que j'aille courir. Mais aller marcher. Tu vas pas aller courir avec Nathalie aussi. Oui, c'est ça. Mais il y a des journées. Moi, c'est la course aussi parce que je courais trop vite. Oui. Fait que j'avais jamais vécu de la course le fun parce que pour moi, c'était comme ça goûte le sang dans ma bouche, puis puis j'ai de la misère à être concentré. C'était ça la course pour moi. Quand ça à faire du zone 2, j'ai fait j'aime ça. Et relax. Puis regarder le paysage. Tout à coup, ça.
Fait que c'est ça. Ben, je suis content, Robert, que tu me dises ça. C'est le message, là. Mais Ouais, moi, je pars avec ça. Et c'est ça, bouge pas. D'où une heure d'entraînement qui est comme du zone 2, plutôt relax, à essayer de bouger, que je dis tous les jours, qui devient. Ouais. Et ceux qui sont très désentraînés vont trouver ça dur. Puis j'invite les gens qui ont des montes à fréquence cardiaque, là, c'est tellement rendu fréquent maintenant, même des gens qui s'entraînent pas nécessairement, mais pour l'activité physique, allez m'amener faire une marche ou prendre une rode, puis décoller là votre montre, puis regardez les zones d'entraînement. À date, là, j'ai démarré un défi de course gratuit là, pour ceux qui avaient le goût de se mettre en course. Ouais. Quand j'ai eu cette révélation-là, j'ai fait, vous allez capoter de comment vous vous entraînez mal. Ouais. Puis tout le monde à peu près, ils me disent, Alex, ça se peut pas, je suis trop basse intensité, ma zone 2, je pense, ma fréquence cardiaque marche pas. Puis je suis comme, non, c'est ça la vérité. Ouais. C'est juste que depuis tout le temps, tu te défonces, puis c'est ça goûte le sang dans ta bouche, tu te dis que t'aimes pas courir, mais c'est parce que... C'est exactement. Tu fais pas de la bonne façon. Tu sais, puis c'est cette... Puis, tu sais, comme on regarde aujourd'hui les Strava de ce monde, c'est super le fun, mais qu'est-ce qui entre en ligne de compte? Le volet compétitif. Tu sais, les temps. Les gens regardent leur temps, regardent leur performance, regardent leur distance. Puis, tu sais, moi, je courais avec une amie, puis c'est drôle parce que elle, c'est une gazelle, là. Elle a des grandes jambes. Moi, j'ai des petites jambes. Tu sais, je mesure 5'3", 3/4. Tu sais, à un moment donné, je disais, ouais, mais c'est sûr, t'as des plus grandes jambes que moi, tu sais. Puis, là, quand j'arrivais à la rattraper, elle, ça la challengeait. Elle se mettait à courir encore plus vite. Ça faisait qu'au bout d'un mois, tous les deux, on était épuisés, on arrêtait de courir. Puis à un moment donné, je disais, hey Marie, ça te tente qu'on fasse du sport, mais en dehors de la compétition? On arrête de vouloir performer mieux que l'autre, puis on prend juste plaisir à faire ce sport-là. Et ça a fait qu'on a pu commencer à faire quelque chose de plus régulier, quotidien ensemble, parce que sinon, c'était épouvantable. Puis ça arrive des fois qu'on a cette espèce de challenge-là entre amis, tu comprends? Sortez de tu sais, ce qui est important, c'est le moment. C'est parce qu'il faut, c'est très kinésiologue, là, ce oui. que je veux dire, mais c'est qu'il faut être capable d'observer des données objectives qui sont capables d'illustrer qu'est-ce que ton corps est en train de subir. Oui. Ça veut dire que si tu veux, mettons, là, le Ironman, c'est le meilleur exemple. Parce que le gagnant, mettons, il a fait ça en 8h11, si je me trompe pas, lui que j'étais là, puis moi, je l'ai fait en 14h50, tu sais, fait que c'est gigantesque la différence. Puis, mais en réalité, les gens vont trouver ça un peu bizarre, puis des fois, ça a l'air challengeant de dire ça, mais la personne qui l'a fait en 8h11 a vécu une moins grosse journée de stress physiologique que moi. On dirait que non, parce qu'il est allé vite. Fait que là, on dit, lui, il va vite, il travaille vraiment fort, mais il peut pas être plus, physiologiquement, il peut pas être plus intense que moi, parce que le corps, il est pas capable d'être à très haute intensité pendant 8 heures. Fait que pour réussir à faire un exercice en 8 heures, tu es obligé d'être la plupart du temps en zone 2, comme j'ai dit tantôt. Fait que, tu sais, maintenant qu'on a dit ça commence à faire du sens. Fait qu'un Ironman, là, c'est une course, mais c'est pas une course tant que ça, là. T'es obligé de faire une balade. C'était notre running gag tout le long parce que, le 180 km de vélo, c'est 3 boucles de 60, puis le 42 km, c'est à peu près 3 boucles de 14 km. Fait qu'on se faisait des blagues en disant, je repars pour une petite balade, tu sais, mais on partait de 2 heures faire du vélo, puis on revenait, mais c'était pour nous mettre dans la tête que c'est une vitesse qui est relaxe. Fait que mon point là-dedans, c'est que n'importe qui ici, qui est capable de maintenir une vitesse relaxe de natation, vélo-course comme j'ai fait, pourrait faire Ironman. Ça va peut-être prendre 18 heures, 24 heures, mais c'est la même affaire. Ouais. Mais mon corps, dans le fond, moi, il a subi 14 heures d'entraînement en zone 2, puis lui, son corps, il a subi 8 heures d'entraînement en zone 2. Fait que j'ai fait 6 heures d'entraînement en zone 2 de plus que lui. Mon corps a subi plus de difficultés cette journée-là. Fait qu'il faut apprendre à comparer ça. Ce qui veut dire, mettons, en salle d'entraînement, ça serait de dire, si toi, ta force maximale au squat, c'est 100 livres, puis moi, c'est 200 livres, ben, tu peux pas faire, on s'entraîne tous les deux avec 100 livres, puis on va faire notre possible. Non, toi, t'es au double de ta capacité que la mienne. Donc, il faut tout le temps comparer qu'est-ce que notre corps vit. Nous, à la course, c'était, aujourd'hui, on fait 1 heure en zone 2. Moi, je cours 5 minutes 30 du kilomètre, je cours 5 30 du kilomètre. Si l'autre, c'est 10 minutes, là, c'est 10 minutes, mais le corps suit même stress. Fait qu'il faut venir à ça. Puis c'est là qu'il y a des gens que ça va être de la marche, c'est des gens que ça va être de la course. Mais je connais plein de mes clientes qui sont pas très en forme, puis ils aspirent courir 1 heure. Mais sont en zone 5, comme ça n'existe pas, cette affaire-là. Ça non, jamais, là. Fait qu'il faut que tu apprennes à donner le stress que ton corps peut vivre à toi, puis le rendre un peu plus objectif. Sinon, on peut pas se comparer entre personnes. L'accepter. Puis, j'aime ça. Écoute, ce que tu dis, Alexandre, ça, là, ça vient switcher, là. Il y a de quoi qui vient de se passer en moi, là. Il y a de quoi que je l'ai jamais entendu. Fait que j'entends ça différemment. Je sais pas, mais est-ce que vous entendez ça, ceux qui sont présents, là, mais ça vient de faire un switch pour moi. Tellement, ça l'amène une simplicité, à ne pas se comparer, à y aller à son rythme à soi, puis c'est OK d'y aller au rythme. Et ce que tu fais, c'est déjà plus que si tu te lèves pas pour le faire. Ouais. Tu comprends? Tu vas marcher, puis c'est peut-être difficile aujourd'hui, mais si tu y vas tous les jours et que tu restes dans une zone où
sais, parce qu'on entend ça, faut que tu sortes de ta zone de confort, mais la constante est beaucoup plus payante que de sortir de sa zone de confort à long terme. Pourtant, quand j'ai fait le défi Pierre Lavoie, j'ai fait le défi Pierre Lavoie en 2012, puis il disait, quand je m'entraînais avec Hugo, mon coach, là, vas-y en zone 1. Puis là, j'avais pas switché. Là. C'est aujourd'hui que je comprends. Voilà, je fasse tant de kilomètres en zone 1, juste pout, va-t'en, pédale, Robert. Là, c'est ça que je faisais. Tu sais, j'écoutais ce qu'il me disait, puis là, ça n'avait pas entré, puis là, ça vient de prendre de quoi. Là. Il y a des vidéos que c'est des blagues sur Internet à cause de ça, parce que ce qu'on vient de nommer là, le côté compétitif de comparaison, là, quand on fait de l'entraînement en zone 2 puis on a un coureur, on se trouve tellement lent qu'on se juge en le faisant. Oui. C'est vraiment dur. Moi, j'essaie de pas regarder ma vitesse puis regarder juste ma fréquence cardiaque puis suivre la fréquence cardiaque. Puis il y a des blagues sur Internet de monde que pour illustrer comment on se sent, il y en a un que j'ai vu un moment donné, il s'était mis un dossard puis c'était écrit « Je cours pas lent comme ça, je suis en zone 2. » Tu sais, parce que on est là, puis j'ai parlé à Martin, il a fait un enregistrement avec Martin Latulippe dernièrement qui fait de Ironman aussi. Oui. Puis il disait, moi, quand je pars en zone 2, je dis que je vais faire mon rythme de pépère parce que faut que je me mette dans le beat que c'est juste, je gambade parce qu'on est en train de se juger parce qu'on se trouve lent, tu sais. Ouais, mais c'est la première fois, moi, je sais pas, as-tu déjà entendu ça? Ben moi, j'ai une... Pour les Ironman, je parle, ceux qui font des Ironman, que faut que tu cours la plupart du temps dans ton Ironman zone 2. Moi, je pensais que les gens qui couraient des Ironman, ils se défonçaient là, toute la course au complet. Ben, j'ai une amie qui est entraîneur dans la vie et elle court, c'est une gazelle, là, vraiment, elle est très bonne. Et elle a fait son premier 21 km. La course, ça faisait pas partie de ses entraînements. Puis elle a dit, faut que j'apprenne à courir plus lentement. C'était ça, son entraînement, parce qu'elle dit, à la vitesse de course que j'ai pour un 5 km, je tiendrai jamais 21 km. Fait qu'elle, son défi dans son entraînement, c'était de ralentir son pas de course. Et c'était un défi pour elle, tu comprends? Fait que oui, j'avais un peu fait le parallèle avec ça. Bien souvent, il y a des gens qui disaient, faire des Ironman, c'est, tu sais, il y a eu, je pense, des documentaires, je sais pas si tu en as déjà écouté, Geneviève puis Alexandre, que c'était dangereux faire des Ironman. Ben, c'était en zone 2, pas vraiment. Je sais pas si tu avais déjà vu ça. Ce qui est dangereux avec l'Ironman, c'est que c'est presque pas l'exercice physique, c'est tout l'entretien de ton corps autour d'exercice physique qui est dur. Ouais. C'est que l'hydratation est compliquée, la nutrition est compliquée. Tu sais, comme moi, ça a été vraiment une catastrophe d'un point de vue nutritionnel. Là, pour être entièrement transparent, j'ai dû faire à peu près 8 km de course, puis après ça, je me suis mis à avoir, juste parce que mon système digestif n'était pas capable en courant où j'ai trop pris de sucre, tu sais, c'est dur à dire parce qu'on brûle 11 000 calories d'une journée. Fait que je me suis mis à avoir des diarrhées comme aux 15 minutes, 6 fois là, pendant la course à Mané, avec des arrêts. Puis, mais là, tu sais, vous avez toutes déjà une diarrhée dans votre vie. Quand t'as diarrhée, en général, c'est pas là que t'as le plus d'énergie, tu sais. Fait que c'est ça qui fait que c'est vraiment difficile. Puis tu sais, quand j'ai fini, j'ai passé la ligne d'arrivée, là, tu sais, probablement l'adrénaline elle est descendue un peu, puis j'ai tombé un peu en hypotension, j'ai manqué perdre de connaissance, j'étais allé dans l'attente médicale, tu sais, puis il y a un médecin qui était là, puis elle me regardait la main, je connaissais pas ça, mais selon les couleurs puis la vitesse à laquelle, tu sais, quand tu pèses dessus, le sang revient, elle disait probablement que tu commençais à être déshydraté, fait que peut-être j'aurais pu, tu sais, c'est ça qui est dangereux, c'est que t'es pas dans un environnement où tu peux prendre soin de ta nutrition, de ton hydratation comme il faut, parce que t'es là pendant 14 heures à être en activité, puis tu veux pas arrêter de manger. Si tu manges trop, t'as le goût de vomir. Fait que c'est comme ça qui est pas humain. C'est plus le fait que t'es pas capable d'entretenir ton corps pendant l'exercice. C'est très dur physiquement. Là, vous avez le droit de manger, par contre. Vous avez des... Il y a le droit de manger, mais la nourriture va sûrement être du sucre pour donner de l'énergie. Fait que c'est pas nécessairement... Des boissons énergétiques saines, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est pipi. Pas tant sain, tu sais. Non. Okay. 11 000 calories d'une journée, tu sais, c'est impossible de manger 11 000 calories d'une journée, surtout en faisant de l'entraînement. Fait que ça te prend des... C'est des gels de sucre complets, là. C'est des 100 calories de gel que je prenais, puis il est arrivé un point où mon corps, il digérait plus. Fait que c'était ça l'histoire des diarrhées. Je digérais aucunement le gel. OK, j'ai une question pour toi, Alex. Est-ce que ça se peut que tu es une personne qui mange 95 ou peut-être plus que ça, là, bien tous les jours? Tu as une bonne nutrition? Ouais. OK. Est-ce que ça se peut que le fait que ton corps t'a pas habitué à ça quand t'es arrivé à l'Ironman puis que t'as bourré ton corps de sucre, ça le fait, hey, attends une minute, c'est pas ça que tu me donnes d'habitude? Fait que si, mettons, dans ton prochain Ironman, ce serait-tu de manger du sucre avant? Ouais, d'arriver puis de préparer ton corps à ça. C'est des cochonneries pendant 3 mois. Non, mais peut-être je t'apprends quelque chose. Ouais. Non, mais
probablement raison, mais c'est plus le fait que, oui, là, tu sais, ça s'adapte. Ça veut dire que ce qui est dur, c'est qu'il n'y a aucun entraînement qui dure 14 heures vraiment, ou même 10 heures, tu sais. Fait que moi, j'ai fait un demi-Ironman de pratique avant, puis j'ai mangé tout ça, puis ça allait bien. Mais c'est à partir de comme 10 heures que ça a commencé à mal aller. Fait que là, ce que j'apprends, c'est que peut-être qu'après ce temps-là, c'était trop. Il y a un autre, tu sais, il y a tellement de facteurs, c'est vraiment une science. Puis c'est pour ça que les gens qui font des Ironman, le 3/4 du temps, des fois, tu arrives dans un, tu performes bien, dans l'autre, tu performes mal, puis ça peut juste être un problème d'hydratation, un problème de digestion, quoi que ce soit, tu sais. Parce que la veille aussi, avant l'Ironman, tu sais, on fait du carbs loading, donc on mange le plus de glucides possible pour essayer d'avoir le plus de réserves de glucides dans le sang quand on va commencer. Puis je pense que ça a commencé déjà à être un problème. J'ai probablement exagéré. Je mange bien, parce que pendant mon vélo, je me suis mis à avoir mal au foie. Je sais comme, c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais eu mal au foie de ma vie, tu sais. C'est comme si j'avais un point constant. Puis pendant le vélo, il a fallu presque 2 heures que là, j'ai juste bu de l'eau puis j'ai arrêté de manger complètement parce que j'étais là, il faut que mon mal de foie passe. Là. Fait que probablement... Et ça, c'est qu'est-ce que tu avais pris comme... C'est qu'est-ce que tu avais pris dans le fond comme produit? Là? Ben, probablement un cumulatif de la veille, tu sais, des 2-3 jours avant où ce que là, on mangeait vraiment beaucoup de glucides pour réussir à augmenter nos réserves de glucides, parce que notre corps emmagasine certaines réserves de glucides pour la course. Puis là, on le sait qu'il faut en manger, mais j'ai dû exagérer là. Fait que déjà là, mon corps, il devait être un peu comme, ben là, c'est rough. Puis là, le lendemain matin, on commence. Tu sais, c'est tellement atypique. Notre déjeuner, c'était des sandwichs au miel puis aux fraises. À 10 tu manges. Écoute, Alex, c'est vraiment très, très intéressant. Puis, tu sais, il y a un déclic qui s'est fait chez Robert en ce moment. Il y a un déclic qui s'est fait, puis c'est un peu ça qu'on espère. Tu sais, ça s'appelle pas d'excuses. Si le déclic se fait, tant mieux. Et Alex t'offre de l'accompagnement, donc, puis t'es hyper intéressant. Allez le voir, allez l'écouter. Sur les réseaux sociaux, tu es une mine d'informations, autant au niveau de l'activité physique que de la nutrition. Et ça, c'est important de le dire. Tu démystifies certaines choses, certains faits. Puis, tu sais, les gens sont pas obligés d'investir des centaines de dollars pour avoir accès à tes informations. C'est accessible. Là. Des études de fait en arrière de tout absolument, ça. Tout le temps. Fait que Alex Boily, on peut te joindre, on peut te trouver facilement sur les réseaux sociaux. Si le déclic n'est pas encore fait, mais vous dites, hey, je veux continuer à l'écouter puis à lire et à apprendre, suivez-le sur les médias sociaux. Puis à un moment donné, vous allez peut-être dire, tabarouette, c'est aujourd'hui que ça se passe, je prends un rendez-vous avec lui. Ça a été un immense plaisir de t'avoir avec nous. Merci pour tout ça. Puis on espère que les gens vont bouger plus sainement. Moi, ça vous donne le goût de faire un Ironman. Ouais. Je peux manger du sucre avant, pendant. Oui, pensez-y. Non, mais moi, ça aussi, j'ai fait un déclic, là. Tu sais, oui. C'est bon. Pas manger du Joe. Moi, je suis habitué. C'est pas oui. Moi, je suis habitué. J'aurais pas de chute de pression, moi. Hey, merci beaucoup, Alex. À la prochaine. Merci tout le monde. Bye bye. Alex. Bye bye. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.